Vous écoutez Arte Radio. Je suis assistante de direction. Il va y avoir toute une partie qui est dédiée à mon manager direct. Je vais m'occuper de ses déplacements, gérer son agenda, les demandes de rendez-vous, les demandes de réunion, tout ce qu'il faut bouger, décaler, replacer. C'est souvent on nous dit mais vous êtes des magiciennes avec les agendas. Ben non, en fait c'est notre métier, donc il faut savoir faire ça. On est quand même au centre d'une organisation. Il faut savoir être à l'écoute, organiser, pas faire d'impair. Le fait de vouloir que les gens soient bien, de prendre des décisions, de trouver des solutions, je trouve que parfois il y a une continuité dans le fait d'être à la fois maman et assistante de direction, dans le sens où c'est finalement des choses qui m'incombent au quotidien dans mon rôle de mère. Notamment le sens du service, ça je vais pas vous le dire. Mais t'as pas rangé ci, t'as pas rangé ça. Mes collègues, ça peut être pareil. T'as tes cartons qui traînent, il faut les ranger parce que au niveau sécurité, c'est pas l'idéal. Donc c'est pareil avec mon enfant de 14 ans, mon ado. Des fois, ça m'arrive de me dire « Mais enfin, je suis l'assistante de tout le monde, moi. » Mais j'en ai marre. Ça va jusqu'à mes parents qui me demandent de leur réserver des billets de train. Mais j'en ai marre, en fait. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Une vie à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 65. Claire, Aurélie et Marie, assistantes de direction. En préparant cet épisode, j'ai tout de suite pensé à Sandrine. Je l'ai rencontrée à France Culture lorsque je réalisais des reportages pour l'émission documentaire Les Pieds sur Terre. Elle y travaillait comme attachée de production, un métier peu connu mais essentiel au fonctionnement de la radio. En général, les attachées de production s'occupent de la programmation. Elles aident les présentateurs et responsables d'émissions à préparer les thématiques, accompagnent et rassurent les invités quand ils viennent parler en direct, écrivent les textes qui serviront pour le site internet et les réseaux sociaux. Sandrine accompagnait aussi toute l'équipe de reporters dont je faisais partie. Elle organisait les plannings d'enregistrement et de montage, elle répondait aux mails, filtrait les appels, elle réservait les studios et le matériel, prenait nos billets de train. Sandrine connaissait les rouages de la maison de la radio sur le bout des doigts. Elle trouvait toujours une solution à n'importe quel problème. Et puis, elle illuminait le petit bureau de la Maison Ronde dans lequel elle affichait des photos souvenirs de nos escapades ou les faire-part de naissance. Sandrine prenait des nouvelles, elle nous aiguillait, nous écoutait, nous rassurait, faisait le lien entre l'équipe et la productrice. Elle a beaucoup compté pour moi. Le métier d'attaché de production n'est pas le même que celui des assistantes de direction que vous allez entendre et qui travaillent dans le privé. Pourtant, en les écoutant, je me suis dit qu'il existait des échos entre ces métiers. Parce que les personnes qui les exercent restent toujours dans l'ombre, alors même qu'elles occupent une place centrale pour le bon fonctionnement des équipes. Elles doivent aussi jongler avec les caractères des uns et des autres et sont souvent obligées de rappeler quelles tâches leur incombent réellement ou pas. Je me souviens d'ailleurs que parfois, Sandrine pouvait lever les yeux au ciel si l'un ou l'autre en demandait trop. Ces métiers demandent aussi des capacités d'organisation, d'anticipation, d'empathie et d'écoute. Des compétences souvent dévolues aux femmes, puisqu'elles sont depuis l'enfance socialisées à cela. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début du XXe siècle, lorsque les besoins des entreprises ont changé, ce sont des femmes qu'on est allé chercher pour être sténodactylo et secrétaires, puis assistantes en charge de tâches multiples et stratégiques, et non plus uniquement administratives. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors même qu'il existe de plus en plus de directrices et de manageuses, presque aucun homme n'occupe le poste d'assistante de direction. Qu'est-ce que cela raconte de là où nous en sommes et du monde de l'entreprise ? Quels sont les parcours professionnels et personnels de ces femmes que l'on entend si peu ? C'est ce que j'ai voulu savoir en me rendant à une réunion du club des assistantes de direction de Lille. Bonsoir à toutes et tous. Je suis bien contente parce que ça fait vraiment un moment qu'on essaye d'organiser cette soirée au Grand Palais.
Bonne année à toutes et à tous. Ce soir-là, une soixantaine d'assistantes se retrouvaient pour la nouvelle année. Ça se passait à l'Île Grand Palais, l'immense salle de spectacle de la métropole qui leur ouvrait ses portes. Les rencontres, tous les mois, peuvent aussi se passer dans des hôtels, des restaurants ou des salles de séminaire qui en profitent pour présenter leurs infrastructures à celles qui, toute l'année, cherchent des lieux de séminaire et d'hébergement pour leurs entreprises et leurs patrons. Nous avons un invité parce que c'est un adhérent, un homme potentiel. Maintenant qu'on essaye de le faire quand même, hein. Maintenant. Donc mesdames, ce soir, je compte sur vous pour le convaincre. Ces moments permettent surtout aux assistantes de direction de créer des liens forts entre elles et de se soutenir. C'est ce que m'ont expliqué Claire, Aurélie et Marie, vice-présidentes, présidentes et adhérentes du club. Je suis Claire, je travaille depuis 3 ans chez Mölnlycke Healthcare, un laboratoire pharmaceutique suédois à Ouaskal dans le Nord. J'ai 52 ans, j'ai un petit garçon et je suis mariée et j'habite donc dans le Nord. J'assiste le directeur de France dans son quotidien pour lui faciliter la vie. Lui réserver un hôtel, un train, c'est d'autant que lui n'aura pas à s'en occuper, dans le sens où il a beaucoup de choses à gérer. Ça, c'est ce qu'il me dit souvent. Il me dit, je sais que quand tu t'en es occupé, généralement, ça roule. Je suis à son service dans le bon sens du terme. Il ne me demande pas de lui apporter son café. Et il ne m'appelle pas ma petite. Vous croyez que ça existe, ça ? Je pense que ça existe encore. Et on me fait pas des claquements de doigts pour m'interpeller. C'est plus moi. Quand je vois qu'il est en réunion toute la matinée, qu'il n'a pas le temps de prendre son café, qu'il lui a besoin de son café, il est content. Quand il me dit j'arrive tardivement ce midi pour notre réunion, j'ai pas le temps de moi-même, je vais aller chercher un repas pour 2. Je sais que ça lui fait plaisir avec son petit dessert préféré. Je suis là pour ça, pour lui faciliter la vie. C'est vrai que par rapport à d'autres assistantes, j'ai quelqu'un qui est très indépendant, donc qui gère tout seul son agenda. Il n'est pas tout le temps là, il est assez absent. Mais parfois, il y a des sujets avec lesquels on est obligé d'avoir un face-à-face parce que je sais qu'il est aussi concentré sur ce que je vais lui dire parce que quand c'est au téléphone, ce n'est pas forcément le cas. Il m'aide à trancher s'il y a besoin de trancher. Sur des dossiers, moi, je m'occupe de la flotte automobile, des téléphones de l'ensemble de nos collaborateurs, etc. Ça peut être des décisions à prendre sur des sujets. Je vais changer tel prestataire pour les fontaines à eau. On va faire des économies, parce qu'il faut faire des économies avec les directeurs. Le prédire, en fait, parce que j'ai quand même une marge assez grande de manœuvre dans tout ce qui est prise de décision. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup. Les comités de direction, c'est moi qui les organise, qui envoie les invitations, qui réserve les salles, qui réserve les plateaux repas, qui prend les notes, qui fait les résumés, qui lance les dates. Dans des réunions stratégiques, j'ai toujours pu donner mon avis ou intervenir. Et je sentais que mon avis pouvait compter. Je suis une assistante, certes, mais je ne suis pas vouée juste à préparer la salle, mettre de l'eau pour tout le monde, apporter les viennoiseries. J'ai aussi mon jugement. C'est un sentiment de confiance. Si on n'a pas confiance envers son manager et l'inverse étant vrai, c'est compliqué. Et ça, c'est pas le cas forcément de tout le monde. En discutant avec mon directeur quand je suis arrivée, en fait, je suis arrivée post-Covid et il était important que les gens puissent se retrouver. C'est ce qu'il m'a demandé, de faire à ce que les gens aient envie de nouveau de revenir au bureau. C'était fédérer. Voilà, il fallait fédérer les équipes pour que tout le monde puisse se retrouver. Tout ce qui se passe dans le monde, l'économie actuelle, l'incertitude, ça n'aide pas à ce que les gens aillent bien. Je le ressens. À quoi vous le sentez, du coup ? Déjà, il y a beaucoup de discussions qui sont autour de cela. Tout ce qui est politique, tout ce qui est économique, le fait d'avoir un gouvernement on ne sait pas ce qui va se passer, ça n'aide pas. Du coup, quand c'est comme ça, hop, on fait un petit déj. J'ai mis en place aussi, chaque début de semaine, un petit mot sur un tableau. Une bonne pensée, un truc du bonheur, ou après, des fois, je pose des questions et puis on me répond sur le tableau. Par exemple, c'est la journée du merci, à qui vous souhaiteriez-vous dire merci ? Je veux dire merci à tel collègue qui m'a aidé sur tel dossier. Je vais avoir des périodes où les collègues qui arrivent le matin et je leur ai mis un petit mot sur leur ordinateur. Oh, c'est bien les petits mots comme ça. Alors après, on les voit accrochés. C'est quelque chose que j'aime bien faire pour donner un petit coup de boost, c'est se dire, allez, c'est reparti, on se redonne la pêche.
Ça va pas changer. Je sais bien que je révolutionnerai pas avec un petit déj et des petites viennoiseries. Mais bon, je me dis que ça peut, aider. Vous avez l'air assez positif quand même dans la vie, non? Il faut l'être, hein. Surtout dans ce boulot, on peut vite craquer parce que y a de la pression, hein. Je veux dire, moi, je sais que c'est compliqué au niveau du stress, hein. Quand on organise des grosses réunions où il y a on sait va y avoir de l'écoute. Ça va être se dire que là, va pas y avoir de coupure technique, que le Teams est bien ouvert pour 3000 personnes qui vont se connecter et pas pour 300, parce que ça m'est arrivé une fois, c'est une anecdote dont je me souviendrai toute ma vie, je crois. Je ne sais pas si le prestataire a oublié ou si c'est moi qui n'ai pas été assez clair. Le jour de la conférence, le Teams devait être ouvert pour les 3000 personnes qui devaient se connecter et seuls 300 ont pu se connecter. J'ai rien pu faire. Ça a été une grosse déception, ça a été la fin du monde pour moi, ça y est, je me voyais partie. Et mon directeur a dit, tu sais, c'est comme ça, voilà, c'est tout. Et il m'en a pas voulu, mais c'est vrai que plus jamais je me fais avoir. J'ai le souci de faire bien. Alors c'est sans doute le syndrome de la fille aînée, qui doit toujours être bien. On doit donner l'exemple, on doit bien parler, être bien présenté, être présentable. Forcément que ça joue sur l'exigence que j'ai actuellement envers moi-même. Il faut demander à mon fils quand je reviens le soir ou à mon mari. Des fois, ils savent bien que j'étais stressée parce que je suis un petit peu... Il faut que ça redescende, la pression, il faut qu'elle redescende. C'est vrai que mon mari étant en déplacement toute la semaine, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'il prend sa part. Il cuisine à la maison, il fait les courses, donc il m'aide aussi au quotidien. La semaine, je suis toute seule. Donc c'est vrai que du coup, on rentre et puis c'est t'as quoi comme devoir, t'as eu quoi comme note, faire à manger, discuter quand même, essayer d'être présente, d'écouter ce qui se passe, d'être attentive aussi. Il va pas bien, il va bien, pourquoi il va pas bien, qu'est-ce qui se passe, il s'est disputé avec un copain, il y a la copine qui lui a dit non. Donc c'est vrai que ça ne s'arrête jamais en fait. Je suis dans un hamster, dans une roue, voilà. Il y a l'agenda de mon directeur, l'agenda que j'ai au travail, et puis après il y a les agendas en dehors, c'est les réunions parents-profs, les réunions pour les orientations, les visites de lycée, le psychomotricien, l'orthophoniste, le dentiste, l'orthodontiste. Et je me dis, voilà, en fait, ma vie, c'est ça. C'est à la fois prendre soin de mes collègues, prendre soin de ma famille. Donc, c'est vrai que moi, je suis très présente, peut-être trop, je le sais. On peut être trop présente? Oh, je pense que je suis trop présente et qu'il y aurait besoin d'un petit lâcher-prise sur les devoirs, sur les notes, etc. Donc, je travaille sur moi pour avoir du lâcher-prise. Mais c'est pas évident. Quand on est comme ça, c'est vrai que même dans mon quotidien au travail, le lâcher-prise, c'est quelque chose de très compliqué. C'est pas toujours évident parce que moi, j'ai envie que mon ado, il soit heureux. Ces moments-là, c'est les meilleurs qu'il vit. J'aimerais qu'il profite, mais il y a cette épée de Damoclès là, parce que ce qu'on va regarder, c'est quelle note il va avoir pour intégrer même son lycée, parce que on préférera prendre un enfant qui a 14 qu'un enfant qui a 8. C'est la pression qu'il y a à la fois sur nous et sur nos enfants. C'est vrai que le fait d'avoir le club d'assistantes, ça me permet aussi d'avoir une petite soupape de décompression, parler de sujets communs, de trouver nos solutions et de temps en temps se dire j'en ai marre, mais de repartir booster et de se dire on a tous des petits moments de moins bien et on est là les unes pour les autres. C'est vraiment de la sororité, quoi. On forme vraiment un clan et ça fait du bien. On est à la réunion annuelle du club des assistantes de direction à l'occasion de la Galette des Rois. Et on est ici au Grand Palais qui est un lieu de réunions diverses et variées, de concerts, de théâtre. Voilà, c'est un lieu emblématique quand même de la ville de Lille. Et ils ont la gentillesse de nous accueillir ce soir. C'est l'occasion de discuter avec des personnes qui occupent des postes assez proches des nôtres. Personnellement, moi je suis toute seule dans mon bureau. J'ai beau aller voir mes collègues à droite à gauche dans le service. Donc ça change un petit peu le point de vue et d'avoir des relations entre collègues. Avoir des liens avec des structures différentes de la mienne, parce que moi du coup je bosse dans le public et ici c'est quasiment que des entreprises privées. Voir comment ça se passe ailleurs, pouvoir bénéficier de l'expérience des autres et de leur façon de faire et d'échanger avec elles.
Moi, ça me donne beaucoup de force en fait de me dire qu'on est représenté. On parle de nos métiers, on parle de nos difficultés, on parle de nos évolutions. Et je trouve que c'est important de se dire que finalement, on n'est pas juste cantonné à être au service d'eux et donc dans un petit coin d'eux et on appelle quand on a besoin. Il y a une vraie utilité à notre métier et on s'en rend compte justement quand on est dans un collectif comme celui-là. L'esprit du club aussi, c'est qu'on échange sur les problématiques rencontrées, on se donne les bons plans, les tuyaux, des adresses, des trucs et astuces, voilà. Et en fait, quand il y a quelqu'un qui a une problématique de dernière minute, j'ai besoin d'une salle de séminaire pour tant de personnes, c'est dans 3 jours, et ben on a un groupe WhatsApp et voilà, on se répond. C'est hyper rapide, on est réactive en fait. On se sent soutenu et je trouve que ça enlève de la charge mentale. À nos postes, c'est énorme. Et tu mets un mot sur le groupe, il y a toujours une fille qui a déjà été confrontée à ça, et qui te propose une solution. Il y a une entraide qui s'est faite implicitement. Nous, on sait que c'est pas facile d'être assistant de direction. Par exemple, l'année dernière, on avait 6 assistantes qui étaient en burn-out. Pas des filles, enfin moi je dis des filles parce que pour moi c'est mes copines, pas des filles qui ont commencé à travailler il y a 2 ou 3 ans. Des gens qui avaient une certaine autonomie, bouteille et qui ne peuvent plus. Par exemple, vous avez votre enfant, vous dites je vais à 80% parce que j'ai droit et en fait on ne vous donne pas 80%, on vous donne 120%. Puis après, on vous dit que vous êtes incompétente. Et vous ne pouvez rien dire parce qu'on veut bien sentir que vous êtes une femme, en fait. Il faut être altruiste, résiliente, multifonction, prête à tout pour que ça marche. Et malgré tout, vous avez eu envie de continuer, vous, par exemple? Oui, parce que j'avais l'impression de faire grandir ma région. Le fait qu'une entreprise se porte bien, grandisse, c'est ça, moi, ça a été porteur. Dans mes choix de vie, oui. Le club, ça m'a ouvert plein de portes. Ça m'a permis de porter la voix d'un collectif. C'est aussi l'exercice de la prise de parole tous les mois en réunion du club. Je pense que j'ai un caractère qui s'est affirmé, des peurs qui sont tombées. Ça m'est arrivé l'année dernière, à un moment dans une réunion mensuelle, de faire une petite intro. Et c'était un moment professionnel pas simple pour moi. Je l'ai évoqué en fait. Et de le dire, je suis contente de vous retrouver. Moi en ce moment, je vis une situation compliquée. Et ça me fait du bien de vous retrouver en fait au sein de la réunion mensuelle. Et je l'ai dit aussi pour inviter les adhérentes à le faire si elles vivent la même situation en fait. Et c'est déjà arrivé que d'autres assistantes me disent moi en ce moment c'est hyper compliqué avec mon manager. Justement hier soir j'ai échangé avec une de nos adhérentes qui me disait ils ont restructuré l'équipe. Pour 10 membres du comité de direction, on est 2 assistantes. J'ai 4 membres à gérer, dont 2 sur Paris. Et je lui dis du coup la proximité, elle me dit il n'y en a plus en fait. Ça peut être un moment et un endroit de ressourcement. Je m'appelle Aurélie, j'ai 48 ans, j'habite sur Lambersart, j'ai 2 enfants. Je suis née à Lille. Peut-être comme beaucoup d'étudiants, après le bac, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas. Donc, comme bonne fille à papa, je vais suivre les conseils de papa qui me propose de faire l'école des assistantes de direction. J'avais un papa chef d'entreprise qui devait croire en la profession de l'assistante, lui-même en ayant eu une. Et peut-être qu'il a vu en moi une future assistante. Et peut-être un métier avec lequel j'aurai toujours du travail, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille de l'entreprise, voilà. Je pense que mon papa et ma maman, c'était un bon complément l'un de l'autre. Papa, c'était plus cette notion au niveau global entreprise, l'importance de la conscience professionnelle, de la rigueur, de l'engagement. Et une maman à la maison qui m'a montré l'importance de se taire et d'écouter. Elle savait aussi anticiper et voir à travers nous ce dont on allait avoir besoin, en fait. Et à la maison, il n'y a jamais quelque chose qui manquait. Et au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte de ça aussi, de dire, maman, finalement, elle parle pas beaucoup, elle est à la maison, mais elle fait plein de trucs en pensant aux autres, en fait. Elle a pu aussi penser à elle ?
Pas spécialement, en fait. Maman, c'est quelqu'un d'assez, même beaucoup introverti, en fait. C'était aussi certainement pour compenser le fait qu'elle avait peu de centres d'intérêt. Le temps libre qu'elle avait et qu'elle n'utilisait pas pour elle, elle le consacrait aux autres, en fait. Ou en tout cas, à mon père et à moi. Et à nos animaux. En sortant de l'école, donc là, je suis partie dans l'industrie, une entreprise qui fabriquait des canons à air pour déboucher des silos ou des trémies, en fait. Au niveau managérial, c'était très compliqué. C'était quelqu'un de très autoritaire, très froid. Ça lui posait pas de problème d'humilier les gens en réunion devant les autres, en pointant du doigt quelqu'un qui n'aurait pas fait le chiffre d'affaires ou en l'affichant devant tout le monde. Avec moi, c'est pas quelqu'un qui mettait de la proximité, c'est quelqu'un qui était très descendant, donc pas quelqu'un qui va te demander ton avis, qui va te proposer de proposer quelque chose. Certainement pas quelqu'un qui va te proposer d'animer une réunion ou de faire évoluer tes missions ou quoi que ce soit, en fait. Il donne ce qu'il a à faire et on exécute. J'étais jeune à l'époque, j'avais peur de lui. Le fait qu'il hausse le ton, le fait qu'il soit imprévisible. Un jour, il pouvait être de très bonne humeur et très chaleureux. Et le lendemain, il pouvait descendre avec le listing de tes pointages et de dire « Bah, dites donc, ce jour-là, vous êtes arrivé plutôt tard. Ah, pardon, j'avais 5 minutes de retard. Et vous êtes parti 1 minute à l'avance. » Bon, voilà. Je suis arrivée un matin et sur mon bureau, il y avait des feuilles avec de l'écriture manuscrite. Et donc, il m'a dit « Ça, c'est la fiche de lecture que mon fils doit faire. Donc, il faut que ce soit tapé et mis en forme pour ce soir. » Ah, d'accord. Bon, je l'ai fait. Mais en même temps, moi-même, je me suis dit, on a passé un cap, là, en fait. Enfin, je sais pas, la prochaine étape, c'est aller chercher ses affaires au pressing et... Bon, non, en fait. Donc, j'ai démissionné quelques temps après. Après, j'ai fait la seule expérience professionnelle qui n'était pas de l'assistanat pour moi. C'était donc un poste de gestionnaire de stock, une enseigne textile de la région. C'est un métier que j'ai adoré. Tous les jours, on est au courant du chiffre d'affaires. Tous les jours, on peut savoir combien de pièces on a vendues sur ce modèle-là dans tel magasin ou dans tel pays. Tout ça, ça m'a passionnée. J'ai fait ça pendant 1 an. J'ai arrêté de manière un peu anticipée trop tôt, en fait, puisque mon papa avait racheté une entreprise et puis il voulait que j'aille travailler avec lui. Il m'a dit, bon, maintenant j'ai racheté une entreprise et la question c'est de savoir quand est-ce que tu viens. Voilà. Mon père, il terminait un cycle où il avait été directeur général salarié pendant 11 ans. Pour lui, l'étape d'après, c'était maintenant j'ai mon entreprise à moi, en fait. Et puis après, c'est ma fille qui reprendra, et puis on va faire fructifier ça, et c'est un beau projet, etc. Enfin, voilà, quoi. Je me suis pas posé la question de me dire, bon, il y a un projet de famille, c'est pas question que je dise non, en fait. En tant que fille unique, s'il faut aller aider et travailler avec papa, j'y vais, en fait. Malheureusement, au bout de 3 ans, c'était plié. Quand tu te prends 3 gros impayés, t'as plus de trésorerie. Donc, comment je fais pour payer mes salariés, mes charges, mes autres fournisseurs à moi ? C'est foutu, en fait. C'était 3 années pas gaies, assez stressantes, et c'était assez lourd, en fait, pour quelqu'un qui avait 25 ans. Par contre, ça m'a blindée sur le côté rigueur, finance, vigilance. Je sais que ça fait sourire aujourd'hui, ça fait sourire certains de mes collègues, mon côté à cheval sur les notes de frais ou les factures. Mais ça vient de là, en fait. Et donc, je suis repartie sur un poste d'assistante de direction dans une PME, dans le secteur informatique. C'est un milieu exclusivement masculin. Des fois, il y a une ambiance vestiaire, très dans la déconnade, mais peut-être pas dans la discussion de fond. Professionnellement, ça n'a pas été ouf, mais personnellement, par contre, ça a été génial. De faire partie d'une équipe. Moi qui ai besoin de cette bonne ambiance au quotidien, là, c'est clair que je l'avais. Il y avait ce qu'on peut appeler, du chambrage. C'est leur manière à eux de te dire qu'ils t'aiment bien, qu'ils t'apprécient et que tu fais partie de l'équipe, et voilà. Avec mes collègues, il n'y avait jamais d'attaque personnelle, il n'y avait jamais de remarques sur ma personne. Par contre, ce qui pouvait être plus limite, c'était les remarques du DG en lui-même.
Un jour, il me dit que je suis en tenue pour prendre la fessée. Bah ça, non, en fait. Il nous emmène sur Paris, moi et quelques collaborateurs, pour participer à un salon. Les femmes de l'entreprise, il nous dit ça serait bien que vous mettiez des patins à roulettes et que vous en profitiez sur le salon pour distribuer des flyers. Aurélie, c'est quoi ta pointure ? Moi, j'ai pas de pointure parce que je vais pas mettre de patins à roulettes. Là, pour moi, on est passé sur un autre niveau. En sortant de la réunion, j'ai un collègue qui m'a dit « Ah ouais, toi tu dis non au DG ». Bah oui, je suis assistante de direction. Des personnes pour mettre des patins à roulettes et distribuer des flyers, ça s'appelle des hôtesses. Il y a des agences qui gèrent ça, en fait. Mais moi, c'est pas dans mes missions. Donc c'est non. Parce que si je dis oui aux patins à roulettes, c'est quoi la prochaine ? Et quand est-ce que je dirai non la prochaine fois ? Et comment je l'argumenterai, en fait ? Donc je dis non tout de suite. C'est pas facile. Je pense que c'est avec l'âge, avec l'expérience, et c'est de dire, ça c'est les limites que j'accepte pas en fait. Advienne que pourra, peut-être qu'il va hurler, peut-être qu'il va me dire, bah si c'est comme ça tu dégages, mais je le mets dans la balance, et je me dis, ok, eh bien si je perds mon job pour ça, bah c'est pas grave. Mais il s'est rien passé. Finalement, il y en a aucune de nous qui a mis des patins et qui a distribué des flyers. Et on est quand même allé sur le salon, en fait. Je suis restée 5 ans dans cette entreprise. Je suis partie et après, je suis arrivée dans l'enseigne textile où je suis aujourd'hui. Quand je suis arrivée dans cette enseigne, donc la personne qui m'a recrutée, je pense qu'en 2 ans, il a rattrapé 20 ans de confiance en moi et d'estime que j'avais pas. Il a ouvert plein de portes. Au début, c'était classique, hein, c'était son agenda, ses notes de frais. Et puis, au fur et à mesure, ça a été Aurélie, réponds à mes mails. J'ai tel ou tel message à faire passer à l'équipe. Est-ce que tu veux bien me faire le brouillon ? Et puis, voilà. Et puis, au fur et à mesure, c'était Aurélie, tu le fais. Tu sais comment je m'exprime. Tu sais le message que j'ai envie de faire passer. À côté de ça, c'était aussi quelqu'un, peut-être un des premiers, qui m'écoutait. On faisait des points. Et puis, il me dit, bon, comment tu vas ? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire ? Comment tu vois les choses ? Cette réunion-là, je veux que tu en sois. Ce projet-là, j'aimerais bien que tu l'intègres. Ma voix compte. Ça a aussi été des messages comme quand t'es pas là, c'est pas pareil. Il n'y a pas la même énergie. Quand tu construis cette relation de proximité, qu'on te fait de plus en plus confiance, je pense que c'est comme ça que t'es le plus productif. Tu peux écrire à la place de ton manager. Tu lui fais gagner un temps fou. Tu peux créer. Pour moi, c'est un moteur énorme, en fait. On va dire que c'est des graines qu'il a plantées et qui poussent encore aujourd'hui. Bon, malheureusement, ça a été rapide parce que je trouve que 2 ans de collaboration, c'est quand même court. Parce qu'on lui a dit, maintenant, c'est plus toi, ça va être quelqu'un d'autre, donc bouge. Il y en a eu une autre qui est arrivée, qui est restée 3 ans ou 4 ans. Et puis au bout d'un moment, c'est tu bouges, ça va être quelqu'un d'autre. Et par contre, nous, on est là. Nous, on bouge pas. Et on voit arriver les nouveaux managers et on s'adapte à leur personnalité, on s'adapte à leurs habitudes, on s'adapte à leurs souhaits. Et ce qui peut être fatigant, c'est toujours devoir changer ses habitudes ou sa relation, ou de se dire, bon, avec ce manager-là, on a une super relation de proximité et de confiance, je peux faire plein de choses et proposer plein de choses. Clac, maintenant je suis avec un manager où il ne me partage plus grand-chose, et ça c'est fermé, ça c'est fermé, ça c'est fermé. Bon. J'ai 44 ans, je suis maman, mariée, je suis rentrée dans l'entreprise en tant qu'assistante de direction. Une très petite entreprise. Quand je suis arrivée, j'avais clairement la sensation que ce poste en fait était un poste dédié aux femmes. Je sais que c'était pas dans la tête de mon dirigeant d'embaucher un homme sur ce poste. Dans les conversations qu'on pouvait avoir, dans la façon aussi dont il me présentait, c'était soi-disant la sensibilité féminine qui l'intéressait sur ce poste. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas aussi une question de, surtout le rapport de force ? Pour lui, c'était plus simple de manager des femmes que des hommes. Au fur et à mesure, j'ai pu
ressentir quand même une invisibilité des missions de l'assistante. En fait, je travaille donc avec des commerciaux. Les commerciaux, c'est important dans une entreprise. C'est ceux qui rentrent le chiffre d'affaires. Pour autant, la gestion de l'entreprise, les tâches quotidiennes, faire en sorte qu'une entreprise est en règle, permettre à toutes et à tous de travailler dans des bonnes conditions, ça va être mon rôle. C'est des choses qui ne se voient pas en fait. Derrière une fiche de paie, en fait, il y a du travail. Derrière une comptabilité, il y a des justificatifs à traiter, il y a des impôts à payer. Donc je me suis battue pour qu'on prenne conscience de ça, en fait. J'ai souhaité passer d'assistante de direction à office manager. Assistante de direction, on va assister une personne. Office manager, on est là pour aider l'entreprise et toute l'équipe. C'était ça ma volonté. C'est aussi parce que je suis amenée à travailler avec des directeurs d'agence qui sont des hommes. Je suis une femme plutôt petite, plutôt menue, on va dire, avec une petite voix. Je suis pas quelqu'un d'exubérante, je peux même être parfois introvertie. Et je me retrouve face à des hommes grands, qui ont une voix qui porte, qui ont des personnalités fortes, qui sont des commerciaux qui en veulent, avec des caractères trempés, des personnalités fortes. Donc à un moment donné, on se bat pas sur ce terrain-là, hein. On va aller se battre sur la compétence, en ayant un peu réponse à tout, en ayant raison. Je suis utile autant que toi à l'entreprise. C'est aussi pour ça que je me suis battue pour ce poste d'office manager, puisque aujourd'hui je suis cadre de l'entreprise au même titre que mes confrères hommes, ce qui me permet aussi d'aller en réunion au CODIR avec eux. Et ça change tout. On a quand même la chance d'avoir une équipe intelligente qui est très respectueuse, mais quand je suis arrivée, certaines personnes m'ont mise, moi, du fait que je sois assistante de direction dans une case. C'était la case de la personne à qui on peut tout demander, n'importe comment, à n'importe quel moment. On va me demander de régler des problèmes informatiques alors que clairement c'est personne qui utilise mal son matériel. La question la plus fréquente, il n'y a plus de papier toilette. En fait, c'est pas le fait que ce soit mon sujet ou pas, parce que ça pourrait être très bien mon sujet. C'est le fait que les personnes ne se responsabilisent pas sur les sujets qui sont les sujets de tout le monde. Et alors ça, c'est drôle à voir aussi en entreprise, parce que ceux qui vont le moins anticiper, qui vont être le moins dans l'organisation, c'est clairement les hommes. Les fournitures, la vaisselle, comment on vit ensemble en fait. Là en ce moment, le sujet brûlant, c'est qui va prendre les torchons ce week-end pour les laver, entre une femme et une femme. Quand on doit justifier le fait d'avoir une petite poubelle dans les toilettes, l'homme qu'on a en face de soi qui comprend pas tout de suite pourquoi la petite poubelle dans les toilettes, elle pourrait être utile et amener du confort aux femmes, c'est compliqué. Mon métier, c'est pas de faire non plus de la pédagogie là-dessus, en fait. Donc ça m'a provoqué de l'émotion, cette petite histoire de poubelle, parce que je me dis, tiens, on en est encore à devoir expliquer ce genre de choses, en fait. Autour de moi, j'ai des hommes qui sont sensibles au sujet des femmes. Et en fait, parfois, l'entreprise, elle me rappelle que c'est pas le cas de tous les hommes. Je le vis pas toujours comme une injustice parce que faut mettre de côté parfois cette notion d'injustice. Parce que sinon on devient triste ou on devient en colère. Mais alors la colère, c'est cool. Moi, j'ai du mal à me mettre en colère. C'est le point sur lequel je dois travailler. J'aimerais savoir me mettre en colère sans que ça me coûte autant. Mais c'est vrai que c'est libérateur et parfois ça fait avancer parce que les gens en face se disent tiens là on sent qu'on a déconné, qu'il faut faire attention, donc c'est une alerte. Moi j'ai cette capacité à encaisser les petites choses
Mais si mon avis n'est pas considéré, si on me laisse pas le temps de finir ma phrase, si on déforme mes propos, quand c'est trop régulièrement, forcément, il faut se mettre en colère. Tu te souviens quand tu t'es mis en colère au travail ? Oui, je m'en souviens, parce que comme ça arrive pas souvent, je m'en souviens. Cette personne m'a appelée le soir, il était pratiquement 20h. Donc moi, je considère que c'est un peu tard. J'ai pour autant décroché, j'aurais pu ne pas le faire. Et cette personne, en fait, me reparle d'un sujet qui n'a pas été traité, qui le met certes dans une situation un peu compliquée vis-à-vis de son client, mais qui clairement ne peut pas être résolu entre 20h et, on va dire, 9h du matin le lendemain. Et en plus, sur un ton quand même peu sympathique. Ça a été renouvelé une fois, ça n'a pas été renouvelé 3 fois. Et ça, clairement, c'est dû au fait que je suis une femme assistante. Tout est dit. Heureusement, j'ai eu la force de recadrer tout de suite. Et là, je pense à toutes celles qui n'ont pas pu faire ça tout de suite, en fait. Ou à celles qui le vivent au quotidien, par plusieurs personnes. Ça peut vite être pénible. Je me sens bien actuellement. Je suis dans une entreprise qui me respecte, qui m'écoute, qui évolue aussi beaucoup avec moi. Je sens à la fois qu'il y a une écoute, une évolution, de pouvoir s'exprimer librement sur la parité dans les équipes, de pouvoir dire tiens, ça manque d'une responsable femme. Ça permet aussi de faire prendre conscience de certaines choses à mon dirigeant, sur des questions peut-être de stéréotypes. J'ai repris de multiples fois mon responsable sur non, le mercredi n'est pas que le temps des mamans, c'est le temps des parents. Voilà, c'est des choses qui rentrent à force, donc c'est quand même positif parce que c'est quand même pas toutes les entreprises qui le permettent malheureusement. Et c'est là où je vais me dire, ça a du sens en fait ce que tu fais, ça a beaucoup de sens. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Annabelle Brouard. Illustration, Anna Vanda Gogusset. Merci à Aurélie, Claire et à toutes les adhérentes du Club des assistantes de direction de Lille. Merci à l'équipe de Lille Grand Palais. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée. Et si l'envie vous en dit, vous pouvez prolonger l'écoute avec un livre à soi ou le tout premier épisode d'un podcast à soi, Sexisme ordinaire en milieu tempéré. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.